Mon associé de 40 ans m'a dit qu'il prenait sa retraite, mais j'ai découvert qu'il avait secrètement épousé mon assistante et transféré notre entreprise de 15 millions d'euros à son nom. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'enregistrais chaque conversation depuis 6 mois. Le fauteuil en cuir bordeaux de mon bureau s'était moulé à mon corps au cours de 4 décennies de journées de 12 heures, d'innombrables réunions d'affaires et de sessions de stratégie nocturne qui avaient transformé Walker Associates d'un cabinet d'architecture à 2 hommes en la société de design la plus prestigieuse de Lyon. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées donnant sur le Rhône, projetant de longues ombres sur les plans qui représentaient des millions d'euros de contrats. À 68 ans, j'aurais dû penser moi-même à la retraite, mais le frisson de créer quelque chose de magnifique à partir de rien coulait encore dans mes veines comme de l'électricité. Mon associé, Philippe Moreau, était assis en face de mon bureau en acajou, ses cheveux argentés habituellement impeccables, légèrement ébouriffés, ses mains jouant nerveusement avec le stylo Montblanc qu'il avait reçu pour le 35e anniversaire de notre entreprise. Nous avions commencé ce voyage ensemble en 1984. Deux jeunes architectes, avec plus d'ambition que de bon sens, travaillant dans un bureau de sous-sol exigu qui sentait le café et la détermination. Philippe avait été mon ami le plus proche, mon confident, le frère que je n'avais jamais eu. Et le voir lutter pour trouver ses mots me remplissait d'une appréhension inhabituelle. « Henri, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit Philippe. Sa voix portait un tremblement inhabituel qui fit immédiatement cataloguer par mon esprit d'ingénieur les explications possibles. J'ai réfléchi depuis des mois, et je crois qu'il est temps pour moi de me retirer de la gestion active. Les mots flottèrent dans l'air entre nous comme de la fumée, et je me surpris à étudier son visage à la recherche d'indices sur ce qui se cachait sous cette annonce soudaine. Ses yeux bruns, habituellement vifs avec l'intelligence qui nous avait aidés à remporter certains des contrats d'architecture les plus compétitifs de France, semblaient voilés par quelque chose que je ne pouvais identifier. « Te retirer ?» répétai-je, posant les rapports financiers que j'avais examinés. « Philippe, nous sommes au milieu du projet du musée de Lyon. Le conseil municipal a spécifiquement demandé nos 2 signatures sur chaque décision majeure. » Il bougea dans son fauteuil, et je remarquai comment son costume italien coûteux semblait pendre différemment sur sa silhouette, comme s'il avait perdu du poids récemment. C'est exactement pourquoi ce timing a du sens. Le projet est entre de bonnes mains avec toi et, honnêtement, Henri, je suis fatigué. 40 ans de journée de 14 heures, de dîners clients et de réunions de chantier ont fait leur effet. Quelque chose dans son explication semblait répéter, comme s'il avait pratiqué ses mots devant un miroir jusqu'à ce qu'ils sonnent naturels. Philippe n'avait jamais été du genre à se plaindre des longues heures de travail. Au contraire, il était celui qui nous poussait à prendre des projets plus ambitieux, à étendre notre présence internationale, à ne jamais nous contenter du simple succès quand nous pouvions être extraordinaires. « D'où vient cela ?» demandai-je, me penchant en arrière dans mon fauteuil et étudiant mon plus vieil ami avec la même attention que j'accordais aux problèmes d'ingénierie structurelle. Le mois dernier, tu étais enthousiaste à propos de la proposition de Florence. Tu disais que cela pourrait être le joyau de notre portefeuille. Son sourire paraissait forcé, le genre d'expression que portent les gens quand ils essaient de se convaincre autant que les autres. Les plans changent, Henri. J'ai réévalué mes priorités, réfléchi à ce que je veux que le prochain chapitre de ma vie ressemble. La phrase sonnait comme quelque chose qu'il avait lu dans un livre de développement personnel, pas le Philippe spontané que je connaissais pendant 40 ans. Je veux travailler, peut-être passer du temps dans ma maison de campagne en Provence, lire tous ces livres que j'ai toujours voulu lire. J'avais entendu Philippe qualifier la retraite de mort professionnelle seulement 6 mois auparavant. Maintenant, il s'éloignait volontairement de tout ce que nous avions construit ensemble. Et chaque instinct que j'avais me disait qu'il y avait plus dans cette histoire que la soif de voyage et la fatigue. « Qu'en est-il de tes parts dans l'entreprise ?» demandai-je, observant attentivement sa réaction. « Nous devrions restructurer tout, évaluer l'entreprise, déterminer les conditions de rachat. » Les doigts de Philippe tambourinaient contre la coudoir de son fauteuil, une habitude nerveuse que je n'avais remarquée que lors de nos négociations les plus stressantes. « Nous avions aussi pensé à ça, » dit-il, et quelque chose dans son ton fit se serrer mon estomac. « Je ne veux pas créer de complications inutiles pour toi. Et si je transférais mes parts à quelqu'un qui pourrait apporter une perspective fraîche en maintenant la continuité ?» La suggestion me frappait comme de l'eau claire. En 40 ans de partenariat, nous n'avions jamais discuté d'entraînement d'une 3e personne dans d'autres partenariats soigneusement équilibrés. Notre succès avait été construit sur la confiance mutuelle, une vision partagée, et le genre de tension créative qui venait de 2 personnalités fortes se poussant mutuellement vers l'excellence. « De qui ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi soupçonnait déjà où menait cette conversation. « Eh bien, Isabelle est avec nous depuis 3 ans. Elle comprend nos processus, nos clients lui font confiance, et elle a d'excellentes compétences organisationnelles. » Isabelle Duchamp, notre assistante de direction de 34 ans, s'était effectivement révélée invincible depuis qu'elle avait joint notre cabinet.
Elle avait rationalisé nos systèmes de gestion de projet, amélioré les communications clients et géré les complexités administratives qui accompagnaient la gestion d'une entreprise de plusieurs millions d'euros. Mais suggérer qu'elle devienne associée égale dans une entreprise qui nécessitait des décennies d'expertise architecturale et d'expérience commerciale ressemblait à de la folie professionnelle. Philippe, Isabelle est talentueuse, mais elle n'est pas architecte. Elle n'a pas la formation technique pour prendre des décisions de design, ni d'expérience pour gérer les relations clients majeures. Il a hochette la tête, comme s'il s'était attendu à cette objection. Elle ne prendrait pas de décision de design. Elle s'occuperait des opérations, des finances, du service client, tous les aspects qui sont devenus de plus en plus complexes à mesure que nous avons grandi. La partie rationnelle de mon esprit reconnut qu'il y avait de la logique dans son argument. Nous avions effectivement lutté avec le fardeau administratif du succès, et l'efficacité d'Isabelle avait été une bénédiction pendant nos périodes les plus chargées. Mais quelque chose dans la façon dont Philippe présentait cette solution semblait prédéterminé, comme s'il avait déjà pris des décisions sans me consulter. « C'est un changement significatif à discuter autour d'un café », dis-je prudemment. « Peut-être devrions-nous impliquer nos avocats, obtenir des évaluations appropriées, nous assurer que nous considérons toutes les implications. » L'empressement de Philippe à écarter la diligence raisonnable aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais je traitais encore le choc de son annonce de retraite. Bien sûr, je voulais juste te donner le temps d'y réfléchir avant de formaliser quoi que ce soit. Le reste de notre réunion se déroula avec le genre de courtoisie professionnelle qui semblait creuve après 4 décennies de véritable partenariat. Nous discutâmes d'un calendrier de transition, des procédures de notification des clients et des protocoles de transfert de projet. Mais sous la conversation d'affaires, je sentais quelque chose de fondamental changer dans la relation qui avait défini ma vie d'adulte. Après le départ de Philippe, je restais seul dans mon bureau, fixant les prix d'architecture qui tapissaient mes murs, des réalisations qui portaient nos 2 noms, des monuments à une collaboration qui avait apparemment fait son temps. Le silence se sentait différent de la tranquillité confortable que j'appréciais habituellement pendant les sessions de planification matinale. Ce silence portait un poids, la lourdeur de conversations inachevées et de questions dont je n'étais pas sûr de vouloir les réponses. Cet après-midi-là, Isabelle frappa à la porte de mon bureau avec son sourire efficace habituel et une pile de contrats nécessitant ma signature. Elle avait toujours été habillée professionnellement, mais dernièrement, j'avais remarqué qu'elle semblait prendre un soin supplémentaire avec son apparence. Des vêtements de créateur qui semblaient coûteux pour quelqu'un avec le salaire d'une assistante, des Julie qui captaient la lumière quand elle bougeait, une confiance qui se sentait différente de la femme compétente mais déférente qui avait commencé avec nous il y a 3 ans. « Monsieur Walker », dit-elle, posant les documents sur mon bureau avec l'organisation précise qui la rendait si précieuse pour nos opérations. « J'ai préparé les rapports financiers trimestriels que vous avez demandés. Tout semble excellent, nous sommes 15% au-dessus des projections pour l'année. » Son efficacité m'avait toujours impressionné, mais maintenant je me demandais sur des détails que j'avais précédemment tenus pour acquis. Comment avait-elle acquis une compréhension si sophistiquée de nos systèmes financiers ? Quand était-elle devenue si à l'aise pour faire des observations de niveau exécutif sur notre performance commerciale ? « Isabelle, » dis-je, signant les contrats tout en formulant soigneusement ma question. « Philippe a mentionné quelques idées intéressantes sur la restructuration de l'entreprise. A-t-il discuté de certaines de ses réflexions avec vous ?» Quelque chose vacilla dans son expression. Pas tout à fait de surprise, mais un calcul momentané avant qu'elle ne réponde. Monsieur Moreau demande occasionnellement mon avis sur l'efficacité opérationnelle. Je pense qu'il apprécie avoir une perspective fraîche sur nos processus. La réponse était professionnellement appropriée, mais semblait répétée, comme si elle avait anticipé cette question. Bien sûr. Je voulais juste lui rendre les documents signés. Après son départ, je me surpris à rejouer la conversation, analysant son ton et son langage corporel avec la même attention méthodique que j'apportais aux problèmes d'ingénierie structurelle. Ce soir-là, j'appelai ma fille Marie, qui vivait à Paris avec son propre cabinet d'architecture. Elle avait hérité de mon esprit analytique avec mon entêtement, et j'avais appris à apprécier sa perspective sur les problèmes complexes. « Papa !» dit-elle, et je pouvais entendre de la musique classique jouer doucement en arrière-plan de son appartement. « Tu sembles troublé. Que se passe-t-il avec l'entreprise ?» J'expliquai l'annonce de retraite de Philippe et sa suggestion concernant Isabelle, observant la réaction de Marie à travers notre appel vidéo. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de sa mère, se plissèrent avec le même scepticisme que j'avais ressenti. « Cela semblait très soudain, » dit-elle, faisant écho inconsciemment à mes propres tantes. « Philippe a donné quelques indications qu'il était mécontent du partenariat ?»
La question touchait au cœur de ma confusion. Dans toutes nos années ensemble, Philippe et moi avions traversé des ralentissements économiques, des clients difficiles et les tensions naturelles qui accompagnaient le leadership partagé. Nous avions bâti quelque chose qui survivait parce que nous communiquions honnêtement, même quand ces conversations étaient inconfortables. Pas mécontent, exactement, mais quelque chose se sent différent. Il semble détaché, préoccupé, comme si son esprit était ailleurs pendant nos réunions. Marie se pencha en avant dans son fauteuil, et je reconnus l'expression qu'elle portait quand elle résolvait des problèmes de dessin complexes. Papa, tu as toujours fait confiance à tes instincts concernant les gens. Que te disent tes instincts sur cette situation? La question me força à articuler des sentiments que j'avais évités. Mes instincts me disent qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Philippe n'a jamais pris de décision majeure sans discussion extensive. Cela semble précipité, presque secret. Ma fille hocha timidement. Peut-être devriez-tu prendre le temps de vraiment observer ce qui se passe avant de prendre des engagements. Les changements de partenariat sont irréversibles une fois que tu signes les papiers. Son conseil semblait sensé, mais cela voulait dire aussi aborder mon plus âgé ami avec suspicion, traiter notre relation de 40 ans comme une transaction commerciale qui nécessitait une diligence raisonnable. Le lendemain matin, j'arrivais au bureau plus tôt que d'habitude, utilisant ma clé pour entrer dans le bâtiment avant notre heure d'ouverture officielle. Le calme du petit matin avait toujours été ma période la plus productive, mais aujourd'hui j'avais un pourboire différent. Je voulais comprendre les dynamiques que j'avais peut-être manquées, observer avec des yeux frais l'environnement que j'avais habité pendant tant d'années. De la fenêtre de mon bureau, je regardais Philippe arriver, exactement à l'heure comme il l'avait fait chaque jour pendant 40 années. Mais au lieu de commencer directement aux bureaux exécutifs à l'étage, comme était sa coutume, il s'arrêta au bureau d'Isabelle au rez-de-chaussée. Ils parlaient avec des voix trop basses pour que je puisse entendre, mais leur langage corporel suggérait une familiarité qui dépassait la courtoisie professionnelle. La main de Philippe toucha brièvement son épaule, un geste qui aurait pu être une interaction innocente au travail ou quelque chose de plus personnel. La conversation dura plus longtemps qu'une mise à jour de statut typique, et quand ils se séparèrent, tous deux semblèrent jeter un coup d'œil vers les fenêtres de mon bureau. Je reculais de la fenêtre, me sentant légèrement ridicule pour ceux qui revenaient à espionner mon propre associé, mais incapable de secouer le sentiment que j'avais été témoin de quelque chose de significatif. Tout au long de la matinée, je me surpris à faire attention aux interactions que j'avais précédemment ignorées. La façon dont Isabelle anticipait les besoins de Philippe avant qu'il ne les exprime, comment elle semblait avoir accès à des informations sur son emploi du temps qui ne venaient pas par nos canaux habituels, l'amélioration subtile mais notable de sa garde-robe qui suggérait des ressources financières au-delà de son salaire. Pendant notre réunion hebdomadaire des associés, Philippe présentait des projections financières qui semblaient inhabituellement optimistes, recommandant que nous accélérions certains achats d'équipements et améliorations d'installations qui nécessiteraient des investissements en capital significatifs. Ces dépenses nous positionneront parfaitement pour la prochaine phase de croissance, expliqua-t-il, étalant des graphiques détaillés sur notre table de conférence. Les conditions du marché sont idéales pour l'expansion. Ces arguments étaient convaincants, soutenus par une recherche approfondie, mais quelque chose dans le timing me dérangeait. Pourquoi pousser pour des dépenses majeures juste au moment où il se préparait à prendre sa retraite? Philippe, dis-je, étudiant les chiffres plus attentivement, ces projections supposent que nous maintiendrons la structure de partenariat actuelle. Si tu te retires, ne devrions-nous pas factoriser cette transition dans notre planification financière? Il écarta ma préoccupation d'un geste de la main. La transition du partenariat sera sans couture. L'expertise opérationnelle d'Isabelle améliorera en fait nos ratios d'efficacité. Encore une fois, il parlait d'Isabelle comme si son élévation au partenariat était un fait accompli, pas une possibilité que nous discutions encore. L'hypothèse dans son ton me fit réaliser que dans son esprit, ces décisions avaient déjà été prises. Après la réunion, je me surpris à remettre en question d'autres événements récents avec une nouvelle perspective. L'intérêt soudain de Philippe pour mettre à jour notre accord de partenariat, il y a 3 mois, ostensiblement pour moderniser notre structure légale. L'implication accrue d'Isabelle dans les réunions clients, justifiée comme formation croisée pour l'efficacité opérationnelle. Le nouveau système de logiciel financier que Philippe avait insisté pour implémenter, donnant à certains administrateurs un accès plus large à nos comptes et documents commerciaux. Individuellement, chaque changement avait semblé raisonnable, même progressif. Ensemble, ils formaient un motif qui suggérait une préparation minutieuse pour quelque chose dont on ne m'avait pas parlé. Cet après-midi-là, je décidai d'adopter une approche plus directe à mes préoccupations.
J'appelai notre avocat d'entreprise, Michel Rousseau, qui s'occupait de nos affaires légales depuis les premiers jours de l'entreprise. « Michel, dis-je, m'installant dans mon fauteuil de bureau avec le genre de détermination qui m'avait porté pendant 40 ans de projets difficiles. J'ai besoin de comprendre quelque chose sur le droit des sociétés. Si Philippe voulait transférer ses parts à une tierce partie, qu'est-ce que ce processus impliquerait ?» La pause de Michel me dit qu'il trouvait la question inattendue. « Eh bien, Henri, cela dépendrait de votre accord de partenariat actuel. Laisse-moi examiner les documents que nous avons un dossier. » Il rappela dans l'heure avec des informations qui firent monter ma tension artérielle. « Henri, selon l'amendement que Philippe a déposé il y a 3 mois, l'un ou l'autre des associés peut transférer des parts à une partie désignée avec un préavis de 30 jours, à condition que cette partie réponde à certaines qualifications liées à l'expérience commerciale et la stabilité financière. » Je fixai le mur de mon bureau, où une photographie montrait Philippe et moi lors de la première pelletée de terre de notre premier projet commercial majeur, en 1987. Nous avions l'air si jeunes, si optimistes, si certains que nos rêves chargés nous soutiendraient à travers tous les défis qui nous attendaient. Je me réversai un verre du Bordeaux que Philippe m'avait offert pour mon 65e anniversaire, et j'essayais de comprendre comment n'en était là arrivé. Mon téléphone sonna, interrompant ma réflexion. Le nom de Philippe est apparu sur mon écran, et pendant un moment, j'ai considéré ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta sur la prudence. « Henri !» dit-il, sa voix portant une urgence inhabituelle. « Je voulais faire le suivi de notre conversation d'hier. Je sais que le timing semble soudain, mais je pense qu'il serait préférable d'avancer avec la transition plutôt que tard. Quelle est la Jurset, pourquoi pousser pour des dépenses majeures juste au moment où il se préparait à prendre sa retraite ? J'aimerais prendre du temps pour considérer toutes les implications. C'est un changement majeur qui affecte nos 2 avenirs. » Le silence de Philippe dura assez longtemps pour devenir inconfortable. « Bien, Henri, mais j'espère que tu ne vas pas trop réfléchir à cela. Parfois, les meilleures décisions sont celles que nous prenons de manière décisive. » Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais directement répondu à ma question sur ce qu'il ne me disait pas. Le lendemain matin apporta une pièce inattendue du puzzle. Notre réceptionniste, Madame Petit, qui était avec nous depuis 15 ans et possédait une connaissance encyclopédique de nos dynamiques de bureau, frappa à ma porte avec une réticence évidente. « Monsieur Walker, dit-elle, sa voix à peine audible, j'espère que vous ne penserez pas que je dépasse les bornes, mais il y a quelque chose que je crois que vous devriez savoir. » Je lui fis signe de s'asseoir, reconnaissant l'expression de quelqu'un qui avait lutté avec une décision difficile. La semaine dernière, quand vous visitiez le site de construction à Marseille, j'ai entendu par hasard une conversation entre Monsieur Moreau et Mademoiselle Duchamp. Ils étaient dans son bureau, avec la porte partiellement ouverte, et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de ce qu'ils discutaient. Le malaise de Madame Petit était évident, mais son sens de loyauté envers l'entreprise semblait l'emporter sur sa réticence à rapporter sur ses employeurs. Il parlait de calendrier et de signature, et Mademoiselle Duchamp a mentionné quelque chose sur « avoir tout prêt pour le transfert ». Monsieur Moreau lui a dit qu'il devait accélérer le processus avant que Henri ne devienne soupçonneux. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Entendre mes soupçons confirmés par un observateur neutre transforma l'inquiétude abstraite en trahison concrète. « Ont-ils dit quelque chose d'autre » demandai-je, bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. Mademoiselle Duchamp a demandé au sujet du certificat de mariage, et Monsieur Moreau a dit que c'était réglé et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter des complications légales. Madame Petit avait l'air misérable de livrer cette information. « Monsieur Walker, je travaille ici assez longtemps pour savoir que cette entreprise signifie tout pour vous. Je ne pouvais pas rester silencieuse si quelque chose n'allait pas. Je la remerciai pour son courage et son honnêteté, puis restai seule dans mon bureau essayant de traiter les implications de ce qu'elle avait rapporté. Certificat de mariage. La phrase résonna dans mon esprit alors que les pièces du puzzle commençaient à former une image plus claire. Philippe et Isabelle étaient apparemment mariés, un fait qu'il avait dissimulé de moi malgré notre amitié et partenariat commercial. Le mariage satisferait présumément les qualifications dans l'amendement d'accord de partenariat que j'avais involontairement signé, lui permettant de transférer ses parts à sa nouvelle épouse. Mais pourquoi le secret ? Pourquoi la tromperie élaborée au lieu d'une conversation honnête sur ses plans ? La seule explication logique était que Philippe savait que je m'opposerais à son stratagème, qu'il comprenait que transférer la moitié de notre entreprise à quelqu'un sans formation architecturale ou expérience commerciale endommagerait tout ce que nous avions construit. Il pariait qu'au moment où je découvrirais son plan, il serait trop tard pour l'arrêter. Je passai le reste de la matinée à rechercher les registres de mariage français.
une tâche facilitée par mes décennies d'expérience dans la navigation des systèmes bureaucratiques pour les permis de construction et les approbations de zonage. En 2 heures, j'avais confirmé que Philippe Moreau et Isabelle Duchamp s'étaient mariés dans une petite cérémonie civile 6 semaines plus tôt. Pas de célébration, pas d'annonce, pas d'invitation aux meilleurs amis qui avaient partagé tous les autres jalons majeurs de la vie de Philippe. La date coïncidait avec l'intérêt soudain de Philippe pour mettre à jour notre accord de partenariat et sa pression accrue pour formaliser les changements commerciaux. Cet après-midi-là, je pris une décision qui semblait à la fois nécessaire et déchirante. J'appelais une consultante en technologie avec qui j'avais travaillé sur notre système de sécurité de bureau et arrangé l'installation discrète d'équipements d'enregistrement dans mon bureau. Si Philippe prévoyait de compléter sa tromperie, je voulais des preuves documentées de ses intentions. La consultante, une jeune femme nommée Claire, qui se spécialisait en sécurité d'entreprise, ne posa aucune question sur mes motifs, mais s'assura que le système capturait un audio clair de toute conversation dans mon bureau. « Le système est activé par la voix », m'expliqua-t-elle, en me montrant les commandes cachées dans le tiroir de mon bureau. « Tout sera sauvegardé sur un serveur cloud sécurisé, donc même si l'équipement physique est découvert, vous aurez toujours vos enregistrements. » La technologie se sentait comme une violation de 40 ans de 300, mais Philippe avait déjà violé cette 300 de manière que je découvrais encore. Le vendredi matin, Philippe demanda une réunion pour finaliser nos plans de transition. Il arriva dans mon bureau avec Isabelle, tous deux portant des portefeuilles en cuir qui suggéraient qu'ils avaient préparé une documentation formelle pour ce qu'ils avaient l'intention de proposer. « Henri, » dit Philippe, s'installant dans son fauteuil habituel en face de mon bureau, « nous avons préparé un plan de transition complet qui adresse toutes les préoccupations que tu as soulevées plus tôt cette semaine. » Isabelle ouvrit son portefeuille et étala plusieurs documents sur mon bureau. Formulaire juridique, projection financière, graphique chronologique et ce qui semblait être un nouvel accord de partenariat avec son nom remplaçant celui de Philippe à plusieurs endroits. La minutie de leur préparation confirma que ce stratagème se développait depuis des mois, possiblement depuis l'embauche initiale d'Isabelle. Comme tu peux le voir, continua Philippe, pointant des sections spécifiques des documents, cette transition préserve la continuité opérationnelle de l'entreprise tout en me permettant de me retirer de la gestion quotidienne. J'activai le système d'enregistrement d'un mouvement subtil de ma main et me penchai en avant pour examiner leurs propositions plus attentivement. « C'est très minutieux, » dis-je, gardant ma voix neutre pendant que mon esprit évaluait les implications de ce qu'il présentait. « Aide-moi à comprendre quelque chose, Philippe. Ces documents suggèrent qu'Isabelle deviendrait immédiatement associée égale avec plein droit de vote et accès à tous les comptes de l'entreprise. C'est une responsabilité significative pour quelqu'un sans licence d'architecte ou expérience commerciale équivalente. » Isabelle parla pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans mon bureau. « Monsieur Walker, j'étudie nos opérations depuis 3 ans. Je comprends nos relations clients, nos systèmes financiers et nos protocoles de gestion de projet. Bien que je n'ai peut-être pas de formation architecturale technique, j'apporte des compétences complémentaires qui pourraient réellement renforcer la performance de l'entreprise. » Sa confiance était impressionnante, mais quelque chose dans son temps suggère qu'elle avait pratiqué ce discours. Et Philippe m'a assuré que les aspects techniques de notre travail resteraient sous votre guidance experte. Philippe hocha la tête avec enthousiasme. « Exactement, Henri. Cette structure de partenariat optimise en fait nos forces respectives. Tu gères l'architecture et le design, Isabelle s'occupe des opérations et des relations clients, et tout le monde bénéficie de l'efficacité améliorée. » Je fis semblant d'étudier les projections financières tout en formulant ma prochaine question. Je remarque que ces projections assument un accès immédiat aux comptes bancaires et d'investissement de l'entreprise. Cela semble prématuré pour quelqu'un qui rejoint juste le partenariat. Isabelle et Philippe échangèrent un regard rapide qui dura probablement moins d'1 seconde, mais je captais la communication subtile entre eux. « Eh bien, » dit Philippe, « nous avons préparé un plan de transition complet qui adresse toutes les préoccupations que tu as soulevées plus tôt cette semaine. » J'activai le système d'enregistrement d'un mouvement subtil de ma main et me penchai en avant pour examiner leurs propositions plus attentivement. « C'est très minutieux, » dis-je, gardant ma voix neutre pendant que mon esprit évaluait les implications de ce qu'il présentait. « Aide-moi à comprendre quelque chose, Philippe. Ces documents suggèrent qu'Isabelle deviendrait immédiatement associée égale avec plein droit de vote et accès à tous les comptes de l'entreprise. C'est une responsabilité significative pour quelqu'un sans licence d'architecte ou expérience commerciale équivalente. » Isabelle parla pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans mon bureau. « Monsieur Walker,
J'étudie nos opérations depuis 3 ans, je comprends nos relations clients, nos systèmes financiers et nos protocoles de gestion de projet. Bien que je n'ai peut-être pas de formation architecturale technique, j'apporte des compétences complémentaires qui pourraient réellement renforcer la performance de l'entreprise. Sa confiance était impressionnante, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'elle avait pratiqué ce discours. Et Philippe m'a assuré que les aspects techniques de notre travail resteraient sous votre guidance experte. Philippe hocha la tête avec enthousiasme. « Exactement, Henri. Cette structure de partenariat optimise en fait nos forces respectives. Tu gères l'architecture et le design, Isabelle s'occupe des opérations et des relations clients, et tout le monde bénéficie de l'efficacité améliorée. » Je fis semblant d'étudier les projections financières tout en formulant ma prochaine question. Je remarque que ces projections assument un accès immédiat aux comptes bancaires et d'investissement de l'entreprise. Cela semble prématuré pour quelqu'un qui rejoint juste le partenariat. Isabelle et Philippe échangèrent un regard rapide, qui dura probablement moins d'1 seconde, mais je captais la communication subtile entre eux. « Eh bien, dit Philippe, Isabelle aurait besoin d'une autorité financière appropriée pour gérer efficacement ses responsabilités opérationnelles. C'est une pratique standard pour les associés d'avoir un accès égal aux comptes commerciaux. » La phrase « pratique standard » suggérait qu'ils avaient recherché les exigences légales pour leur stratagème, probablement consulté des avocats dont on ne m'avait pas parlé. « Bien sûr, dis-je agréablement, je suis sûr que vous avez recherché toutes les exigences légales minutieusement. » Isabelle sourit avec un soulagement évident. « Nous l'avons fait, monsieur Walker. Tout a été préparé selon les procédures légales appropriées. » La phrase était techniquement actuelle, mais trompeuse, puisque procédure légale appropriée ne signifiait pas nécessairement pratique commerciale éthique ou communication honnête avec les associés existants. « J'ai une question, continuai-je, maintenant mon ton raisonnable. L'accord de partenariat mentionne les privilèges conjugaux et les droits de propriété partagés. Je n'étais pas au courant que le mariage était un facteur dans cette transition. Cette fois, le regard entre Isabelle et Philippe dura plus longtemps, et je pouvais les voir débattre silencieusement de combien révéler. « Ah, dit Philippe, Isabelle et moi nous sommes mariés récemment. Nous n'avons pas fait d'annonce publique parce que nous voulions garder nos relations personnelles et professionnelles séparées. L'explication aurait pu être crédible si elle n'était pas venue après des semaines de tromperie et de planification minutieuse. « Félicitations, dis-je, me demandant si ma voix sonnait aussi creuse pour eux que pour moi. C'est une merveilleuse nouvelle. Quand est-ce que cela s'est-il passé ? » « Il y a 6 semaines, dit Isabelle, décidant apparemment que l'honnêteté était leur meilleure stratégie maintenant que le secret était exposé. Nous avons eu une petite cérémonie, rien d'élaboré. Nous voulions nous concentrer sur notre avenir ensemble. J'acquiesçais inconsciemment, comme si leur chronologie avait parfaitement sensé, bien qu'intérieurement je cataloguais la corrélation entre leur date de mariage et la pression accrue de Philippe pour finaliser les changements commerciaux. 6 semaines, répétais-je pensivement, cela coïncide avec certaines modifications légales que tu as suggérées pour notre accord de partenariat. Timing intéressant. Le malaise de Philippe devenait évident, et il semblait désireux de rediriger la conversation vers les pages de signature et les échéances de finalisation. « Henri, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je pense vraiment que nous devrions avancer avec la finalisation de ces arrangements. L'incertitude prolongée n'est bonne pour ni le monde. » La pression dans sa voix confirma ce que j'avais soupçonné. Ils avaient des raisons de vouloir compléter cette transition rapidement avant que j'aie le temps d'enquêter minutieusement sur leur stratagème. « J'apprécie ta préoccupation pour l'efficacité, dis-je, rassemblant les documents qu'ils avaient présentés. Laisse-moi examiner tout attentivement avec mon avocat et nous pourrons programmer une autre réunion la semaine prochaine pour adresser toutes les questions. » L'expression de Philippe s'assombrit légèrement. « Henri, j'espère que tu ne vas pas rendre cela plus compliqué que nécessaire. Nous avons préparé une solution juste et complète qui bénéficie à tout le monde. » La menace subtile dans son ton était indéniable. « Coopère avec leur plan ou ils poursuivraient des alternatives moins amicales. » « Bien sûr que non, répondis-je calmement. Je veux juste m'assurer que nous prenons les meilleures décisions pour l'avenir de l'entreprise. » Après leur départ, je restais seul dans mon bureau, écoutant les bruits de trafic de la rue en dessous et essayant de traiter l'ampleur de ce que mon plus vieil ami avait tenté. Ils avaient présenté leur stratagème avec tant de confiance, une préparation si détaillée, que je me demandais combien d'autres personnes ils avaient trompées dans le processus d'arriver à ce point. Ce soir-là, j'appelais Michel Rousseau pour discuter de ce que j'avais appris et enregistré. Michel, j'ai besoin de savoir exactement quelles options légales sont disponibles pour moi, et j'ai besoin de les comprendre rapidement. J'expliquais la situation en détail, incluant l'enregistrement que j'avais fait et la preuve de signature falsifiée sur les documents de partenariat. Le silence de Michel dura assez longtemps pour que je me demande si notre connexion avait été perdue. « Henri, dit-il finalement, si ce que tu décris est exact, cela constitue une fraude sérieuse.
Les signatures falsifiées seules pourraient résulter en accusation criminelle sans mentionner la tentative de vol d'actifs commerciaux. La gravité dans sa voix m'aida à comprendre que cela avait évolué bien au-delà d'un différend de partenariat vers un véritable territoire criminel. Que recommandes-tu ? La réponse de Michel fut immédiate. Documente tout, préserve toutes les preuves et ne signe rien jusqu'à ce que nous ayons eu le temps de construire un dossier complet. S'ils te pressent pour des décisions rapides, cette pression signifie probablement qu'ils savent que leur position est légalement vulnérable. Le samedi matin, je me trouvais à conduire au bureau malgré n'avoir aucune raison liée au travail d'y être. J'avais besoin de comprendre l'étendue complète de ce que Philippe et Isabelle avaient planifié, et le week-end offrait une opportunité d'enquêter sans leur présence. Utilisant ma clé mère, j'accédais au bureau de Philippe pour la première fois en année. Notre confiance mutuelle avait toujours rendu de telles intrusions inutiles. Son bureau, normalement organisé, montrait des signes d'activité hâtée, avec des dossiers empilés de manière qui suggérait une utilisation récente et intensive. J'ouvris son ordinateur, encore connecté à plusieurs systèmes financiers qui auraient dû nécessiter mon autorisation pour l'accès. Les dossiers bancaires montraient des transferts récents significatifs entre des comptes que je ne reconnaissais pas et nos fonds opérationnels de l'entreprise. Les portefeuilles d'investissement avaient été restructurés sans ma connaissance ou consentement. Le plus troublant, je trouvais une correspondance par email avec des agents immobiliers concernant des propriétés commerciales étant préparées pour de nouvelles structures de propriété. Dans le tiroir de son bureau, je découvris un dossier étiqueté « Documentation de transition » qui contenait des copies de formulaires légaux avec ce qui semblait être des versions falsifiées de ma signature sur des documents que je n'avais jamais vus. La qualité des falsifications était assez sophistiquée pour tromper une inspection désinvolte, mais je reconnus des différences subtiles dans la pression du stylo et la formation des lettres qui indiquaient que quelqu'un avait pratiqué extensivement copier mon écriture. Parmi les papiers, je trouvais une chronologie montrant leur séquence planifiée d'événements, mariage, amendement de partenariat, transfert d'actions, et ce qu'ils appelaient euphémiquement « transition de gestion », apparemment leur terme pour mon retrait de l'entreprise que j'avais passé 40 ans à construire. La chronologie montrait la date d'aujourd'hui encerclée en encre rouge avec la notation « autorisation finale », suggérant qu'ils attendaient à compléter leur stratagème hier. Leur confiance que j'accepterais simplement leurs propositions sans enquête sérieuse montrait à quel point ils avaient sous-estimé à la fois mon intelligence et mon attachement à l'entreprise que j'avais créée. Le lundi matin arriva avec le poids d'une confrontation imminente. Je me préparais pour ce que je savais serait ma conversation finale avec Philippe comme associé et ami. Michel m'avait conseillé de leur permettre de s'incriminer à travers des admissions enregistrées, construisant le dossier le plus fort possible avant de révéler ce que j'avais découvert. Le système d'enregistrement que Claire avait installé capturerait tout, fournissant des preuves légales qui pourraient soutenir à la fois des procédures civiles et criminelles. Philippe arriva à son heure habituelle, mais au lieu de sa routine normale de révision des horaires de projet et des communications clients, il vint directement dans mon bureau avec une urgence évidente. « Henri, dit-il fermant la porte derrière lui et prenant son siège en face de mon bureau, j'ai besoin de savoir exactement quelles options légales sont disponibles pour moi et j'ai besoin de les comprendre rapidement. » J'expliquai la situation en détail, incluant l'enregistrement que j'avais fait et la preuve de signature falsifiée sur les documents de partenariat. Le silence de Michel dura pas assez longtemps pour que je me demande si notre connexion avait été perdue. « Henri, dit-il finalement, si ce que tu décris est exact, cela constitue une fraude sérieuse. Les signatures falsifiées seules pourraient résulter en accusation criminelle sans mentionner la tentative de vol d'actifs commerciaux. » La gravité dans sa voix m'aida à comprendre que cela avait évolué, bien au-delà d'un différend de partenariat, vers un véritable territoire criminel. « Que recommandes-tu » La réponse de Michel fut immédiate. « Documente tout, préserve toutes les preuves et ne signe rien jusqu'à ce que nous ayons eu le temps de construire un dossier complet. S'ils te pressent pour des décisions rapides, cette pression signifie probablement qu'ils savent que leur position est légalement vulnérable. » Le lundi matin arriva avec le poids d'une confrontation imminente. Je me préparais pour ce que je savais serait ma conversation finale avec Philippe comme associé et ami. Michel m'avait conseillé de leur permettre de s'incriminer à travers des admissions enregistrées, construisant le dossier le plus fort possible avant de révéler ce que j'avais découvert. Le système d'enregistrement que Claire avait installé capturerait tout, fournissant des preuves légales qui pourraient soutenir à la fois des procédures civiles et criminelles. Philippe arriva à son heure habituelle, mais au lieu de sa routine normale de révision des horaires de projet et des communications clients, il vint directement dans mon bureau avec une urgence évidente. « Henri, dit-il fermant la porte derrière lui et prenant son siège en face de mon bureau,
J'ai besoin de savoir exactement quelles options légales sont disponibles pour moi et j'ai besoin de les comprendre rapidement. J'expliquai la situation en détail, incluant l'enregistrement que j'avais fait et la preuve de signature falsifiée sur les documents de partenariat. Le silence de Michel dura assez longtemps pour que je me demande si notre connexion avait été perdue. « Henri, dit-il finalement, si ce que tu décris est exact, cela constitue une fraude sérieuse. Les signatures falsifiées seules pourraient résulter en accusations criminelles, sans mentionner la tentative de vol d'actifs commerciaux. » La gravité dans sa voix m'aida à comprendre que cela avait évolué bien au-delà d'un différent partenariat vers un véritable territoire criminel. « Que recommandes-tu » La réponse de Michel fut immédiate. « Documente tout, préserve toutes les preuves et ne signe rien jusqu'à ce que nous ayons eu le temps de construire un dossier complet. S'ils te pressent pour des décisions rapides, cette pression signifie probablement qu'ils savent que leur position est légalement vulnérable. Que recommandes-tu » Il semble que vous ayez été assez occupé avec ces arrangements, observai-je. Quand avez-vous commencé à travailler avec ces investisseurs? Le malaise de Philippe devenait évident, et il semblait désireux de rediriger la conversation loin des détails qui pourraient l'incriminer. Henri, je ne pense pas que nous devions nous embourber dans les détails en ce moment. L'important est d'avancer avec notre transition de partenariat pour que tout le monde puisse procéder avec confiance. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil et étudiai le visage de mon plus vieil ami, cherchant quelques traces de l'homme à qui j'avais confié ma vie professionnelle et mon amitié personnelle. « Philippe, j'essaie de comprendre pourquoi tu ressens une telle urgence concernant cette transition. Nous avons travaillé ensemble avec succès pendant 40 ans. Qu'est-ce qui a changé qui rend l'action immédiate si critique ?» Sa réponse confirma ce que j'avais déjà soupçonné. « Parfois, des opportunités surgissent qui nécessitent des décisions rapides, Henri. Le monde des affaires bouge plus vite qu'avant, et les entreprises qui hésitent sont laissées pour compte. » « Quelles opportunités, spécifiquement ?» insistai-je, curieux de voir combien de leurs stratagèmes ils révéleraient quand confrontés directement. « Sont-ce les mêmes opportunités qui ont mené à ton mariage avec Isabelle ?» Le visage de Philippe pâlit, et je le vis calculer combien j'avais pu découvrir sur leur plan. « Ma relation personnelle avec Isabelle est séparée de nos arrangements commerciaux, » dit-il prudemment. « Je suis surpris que tu suggères le contraire. » La déflexion était habilement exécutée, mais son langage corporel trahissait son anxiété concernant ce que je pouvais savoir. « Je ne suggère rien d'inapproprié, » dis-je raisonnablement. « J'essaie juste de comprendre la chronologie des événements récents. Tu décides de prendre ta retraite, tu épouses notre assistante et tu proposes immédiatement de transférer tes actions vers elle. D'une perspective extérieure, cette séquence pourrait sembler coordonnée. » Philippe se leva abruptement, comme si le mouvement physique pouvait l'aider à échapper aux implications logiques de ses actions. « Henri, je pense que tu réfléchis trop à cette situation. Les gens tombent en amour, les gens font des changements de carrière, et la vie ne suit pas toujours les chronologies que nous attendons. » Je me levai aussi, reconnaissant que nous avions atteint le point où la feinte n'était plus possible. « Philippe, je te connais depuis 40 ans. Je ne t'ai jamais vu prendre des décisions impulsives concernant quoi que ce soit, surtout des changements de vie majeurs. Cette retraite, ce mariage, cette proposition de partenariat, rien de cela ne se sent comme le Philippe prudent et réfléchi avec lequel j'ai travaillé depuis que nous avons démarré cette entreprise. » Il se tourna pour me faire face et, pendant un moment, je vis quelque chose dans son expression qui aurait pu être de la honte ou du regret. « Les gens changent, Philippe. Peut-être que je suis fatigué d'être prudent et réfléchi. Peut-être que je veux prendre quelques risques pendant que j'ai encore le temps d'apprécier les récompenses. » L'admission se sentait plus honnête que tout ce qu'il avait dit pendant nos conversations récentes, mais elle confirmait aussi qu'il avait sciemment choisi la tromperie plutôt que la communication honnête avec son plus vieil ami. « Quel risque prends-tu, Philippe, et pourquoi ne pouvais-tu pas m'inclure dans les discussions concernant ces risques ?» Son silence dura assez longtemps pour devenir inconfortable, et quand il parla finalement, sa voix portait une résignation qui suggérait que notre relation avait atteint sa fin. Certains risques sont plus faciles à prendre quand tu n'as pas à les expliquer à des gens qui pourraient essayer de t'en dissuader. Je me rassieds et regardai l'homme qui avait été mon plus proche ami, associé commercial et confident pendant la plupart de ma vie adulte. « Philippe, tu as décidé de falsifier ma signature sur des documents légaux plutôt que de risquer une conversation honnête concernant des plans ?» Le choc de Philippe était indéniable, et je réalisais qu'il croyait que ces falsifications étaient assez sophistiquées pour échapper à la détection. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « J'ai des copies de l'amendement de partenariat que tu as déposé il y a 3 mois, celui avec ma signature falsifiée autorisant les transferts d'actions vers des tiers qualifiés. J'ai aussi la documentation de l'accès au système financier que tu t'es accordé sans mon autorisation. »
Philippe se laissa retomber dans son fauteuil, et je regardais 40 ans d'amitié se dissoudre dans l'espace entre nous. Philippe, je peux tout expliquer. La situation n'est pas celle qu'elle semble. Je me penchais en avant, genuinement curieux de quelle explication il pourrait offrir pour la fraude et le vol documenté. S'il te plaît, explique. Je suis très intéressé à comprendre comment falsifier ma signature et tenter de voler mon entreprise n'est pas ce qu'elle semble. La composition de Philippe s'effondra finalement complètement. Nous ne volions rien, nous essayons de sauver l'entreprise de la stagnation. Tu es devenu trop conservateur, trop éternaire au risque. L'entreprise a besoin de leadership frais pour concurrencer dans le marché d'aujourd'hui. L'accusation piquait, particulièrement parce qu'elle révélait combien peu de respect il avait pour le jugement qui avait construit notre cabinet prospère. Tu as décidé de commettre de la fraude plutôt que de discuter tes préoccupations avec ton partenaire de 40 ans. Sa défense s'effondra en justification désespérée. Les formalités légales n'étaient que des formalités, Henri. Tu aurais bénéficié de la croissance que nous planifions. Tout le monde aurait fait plus d'argent. J'ai réalisé qu'il croyait genuinement que ses intentions justifiaient leur méthode, que d'une manière ou d'une autre, planifier de m'exclure de ma propre entreprise était acceptable s'il pouvait théoriquement augmenter les profits. Philippe, tu as décrit des plans étensifs impliquant des investisseurs, de nouvelles facilités et des changements de gestion. L'un de ces plans n'incluait ni ma participation, ni mes contributions. Comment exactement aurais-je bénéficié d'être exclu des décisions concernant ma propre entreprise ? Il n'avait aucune réponse qui l'incriminerait davantage, et son silence remplit la pièce avec le poids de la trahison et de la confiance brisée. Je pense que cette conversation est terminée, dis-je en me levant et me dirigeant vers la porte de mon bureau. Je vais consulter mes avocats concernant les réponses légales appropriées à ce que tu as tenté. Philippe bondit de son fauteuil avec une panique évidente. « Henri, attends, nous pouvons arranger cela. Peut-être que nous sommes allés trop vite, mais le concept de base est encore solide. Nous pouvons restructurer l'accord pour que tu aies plus de contrôle. » Je me retournai pour le regarder une dernière fois. « Philippe, tu as falsifié ma signature, tenté de voler mes actions et planifié de m'exclure de l'entreprise que j'ai passé 40 ans à construire. Il n'y a aucun accord qui rende cela acceptable. » Le lendemain matin, Isabelle arriva au bureau tôt, probablement espérant compléter quelles que soient les étapes finales que leur stratagème nécessitait. Elle frappa à ma porte avec une nervosité évidente, portant un porte-document qui contenait probablement plus de documents frauduleux nécessitant ma signature. « Monsieur Walker, » dit-elle, sa composition professionnelle pouvant à peine masquer son anxiété, « je voulais faire le suivi de notre discussion de vendredi. Philippe et moi avons préparé quelques matériaux supplémentaires qui adressent les préoccupations que vous avez soulevées. » Je lui fis signe de s'asseoir, activant le système d'enregistrement alors qu'elle ouvrait son porte-document. « Quels matériaux supplémentaires ?» demandai-je, curieux de quelle nouvelle tromperie il pourrait avoir préparé. Elle étala plusieurs documents sur mon bureau, carte de signature bancaire, formulaire d'autorisation d'investissement et ce qui semblait être une procuration m'accordant une autorité large sur les finances de l'entreprise. Ces formulaires vont rationaliser le processus de transition, expliqua-t-elle. Une fois que vous les signerez, tous les détails administratifs seront gérés automatiquement. J'examinai les documents attentivement, notant que plusieurs lui accorderaient un accès immédiat à des comptes contenant près de 15 millions d'euros d'actifs de l'entreprise. Ceux-ci sont assez complets, observai-je. Il semble que vous ayez anticipé toutes les éventualités financières possibles. Isabelle sourit, avec ce qu'elle pensait probablement être une confiance rassurante. Philippe et moi avons recherché les exigences minutieusement. Nous voulons nous assurer que rien ne tombe à travers les fissures administratives pendant la période de transition. Je posai les documents et la regardai directement. Isabelle, ces formulaires vous donneraient un contrôle complet sur les finances de notre entreprise. Cela semble être une autorité significative pour quelqu'un qui a été embauché comme assistante administrative il y a 3 ans. Son expression vacilla légèrement, mais elle maintenait son comportement professionnel. « Monsieur Walker, je comprends votre prudence, mais Philippe a une confiance complète en ma capacité à gérer ses responsabilités. Il m'a formé extensivement sur tous nos systèmes financiers. » « Quand cette formation a-t-elle eu lieu ?» demandai-je. « Je ne me souviens pas d'avoir autorisé un accès supplémentaire à nos systèmes financiers pour le personnel administratif. » L'hésitation d'Isabelle fut brève, mais notable. Philippe a fourni la formation pendant les heures de bureau, normales. Il a dit que c'était important pour la continuité opérationnelle. J'acquiesçai, comme si son explication avait parfaitement du sens. Bien sûr, la continuité opérationnelle est importante. Dites-moi, quand vous et Philippe discutiez de cette formation, avez-vous aussi discuté de vos plans de mariage ?
La question l'a surpris visiblement, et je la vis recalculer mentalement ce que je pouvais savoir sur leur relation. Notre relation personnelle s'est développée séparément de nos responsabilités professionnelles. Nous avons été très attentifs à maintenir des limites appropriées. L'affirmation aurait été plus crédible si elle n'était pas assise dans mon bureau, demandant une autorité de signature sur des millions d'euros d'actifs de l'entreprise. « Je suis sûr que vous l'avez fait », répondis-je. Il doit être difficile de maintenir ces limites tout en planifiant de devenir associés égaux dans l'entreprise. La confiance d'Isabelle commençait finalement à s'effriter. « Monsieur Walker, je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu concernant nos intentions. Nous n'essayons pas de vous exclure de quoi que ce soit. Cette structure de partenariat renforce réellement votre position en fournissant un soutien de gestion supplémentaire. » Je me penchai en arrière dans mon fauteuil et étudiai son visage, cherchant quelques traces d'honnêteté génuine sous les explications soigneusement répétées. « Isabelle, j'ai examiné les documents que Philippe a préparés et j'ai examiné la chronologie des événements récents. Votre mariage, les amendements de partenariat, ses autorisations financières, tout a été coordonné pour transférer le contrôle de mon entreprise vers vous et Philippe. Ce n'est pas un malentendu, c'est un plan délibéré. » Sa façade professionnelle s'effondra finalement complètement. « Nous n'essayons pas de faire du mal à quelqu'un, monsieur Walker. Philippe a dit que ça serait mieux pour tout le monde, que l'entreprise avait besoin d'un leadership frais pour atteindre son potentiel. L'admission révéla ce que j'avais soupçonné. Isabelle avait été manipulée par Philippe, tout comme il avait tenté de me manipuler, bien que sa volonté de participer à la fraude suggérait qu'elle n'était pas entièrement innocente. Philippe a expliqué comment planifier de m'exclure de ma propre entreprise serait mieux pour moi ? Ou s'est-il focalisé sur expliquer combien d'argent vous feriez tous les deux si son stratagème réussissait ? Le silence d'Isabelle était réponse suffisante. On lui avait promis richesse et statut en échange de sa participation à la trahison de Philippe et elle avait accepté ce marché sans considérer les implications éthiques ou les conséquences d'être prise. Isabelle, vous êtes assez jeune pour récupérer de mauvaises décisions, mais la fraude et le vol sont des crimes sérieux avec des conséquences durables. Je vous recommande fortement de consulter un avocat indépendant avant de signer quoi que ce soit que Philippe vous donne. Elle rassembla ses documents avec découragement évident, réalisant que, quelles que soient les promesses que Philippe avait faites, elles n'étaient pas susceptibles d'être remplies. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, vous et Philippe devez faire face aux conséquences légales de vos choix, et je protège l'entreprise que j'ai passé 40 ans à construire des gens qui pensaient pouvoir la voler par paperasserie et tromperie. » Après son départ, j'appelai Michel Rousseau pour rapporter les évidences supplémentaires que j'avais rassemblées et commencer des procédures légales formelles contre Philippe et Isabelle. La semaine suivit dans un tourbillon de réunions avec des avocats, des comptables et des consultants en sécurité, alors que nous documentions l'ampleur totale du stratagème de Philippe et Isabelle. L'enquête de Michel révéla qu'ils planifiaient leur prise de contrôle depuis presque 1 an, préparant systématiquement des documents frauduleux, recherchant des failles légales et établissant des relations avec des investisseurs qui croyaient acquérir légitimement un cabinet d'architecture prospère. La sophistication de leur plan est impressionnante dans sa minutiosité, mais son malhonnêteté fondamentale le rendait ultimement insoutenable une fois soumis à un examen légal. « Henri, » dit Michel pendant une de nos sessions de planification, « les évidences contre eux sont écrasantes. Les signatures falsifiées à seules constituent des crimes sérieux et la tentative de vol d'actifs d'entreprise ajoute des charges criminelles supplémentaires. Ils font face à un temps de prison potentiel, pas seulement des pénalités civiles. » Je me trouvais à ressentir quelque chose d'inattendu alors que Michel décrivait les conséquences légales que Philippe affronterait. Pas de satisfaction ou de vengeance, mais une profonde tristesse pour la destruction d'une relation qui avait défini la plupart de ma vie d'adulte. « Qu'en est-il des investisseurs qu'ils ont impliqués ?» demandai-je. « Sont-ils coupables ou ont-ils eux aussi été trompés ?» Michel examina ses notes avant de répondre. Les investisseurs semblent avoir été légitimement trompés. On leur a dit qu'ils investissaient dans une entreprise que Philippe et Isabelle contrôlaient légitimement. Quand ils découvriront la fraude, ils se joindront probablement à nous pour poursuivre une action légale contre vos anciens associés. L'ironie ne m'échappait pas. Le stratagème de Philippe était si complètement malhonnête qu'il avait créé des victimes, même parmi ses collaborateurs prévus. 2 semaines plus tard, Philippe demanda une dernière réunion, arrivant dans mon bureau sans Isabelle et paraissant plus âgé que je ne l'avais jamais vu. L'homme confiant qui avait présenté des documents de partenariat frauduleux avait été remplacé par quelqu'un qui comprenait l'ampleur de ce qu'il avait tenté et échoué à accomplir. « Henri, » dit-il, s'asseyant dans le fauteuil où nous avions partagé 40 ans de discussions commerciales, « j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention que les choses aillent si loin. J'activais le système d'enregistrement une dernière fois, plus pour la protection légale que parce que je m'attendais à ce qu'ils fournissent des aveux utiles. Jusqu'où avais-tu l'intention qu'elles aillent, Philippe ?»
Il se passa les mains dans ses cheveux argentés et paraissait plus âgé que ses 67 ans. Je pensais que pouvoir faire des changements graduellement, t'amener avec le processus, t'aider à voir les bénéfices d'un leadership frais et de nouvelles approches, en falsifiant ma signature et en planifiant de m'exclure de ma propre entreprise, demandai-je. Cela ne ressemblait pas à un changement graduel ou à une prise de décision collaborative. Le silence de Philippe s'étira assez longtemps pour devenir inconfortable. J'avais peur que tu résistes aux changements nécessaires, que ton attachement aux anciennes méthodes empêche l'entreprise d'atteindre son potentiel. Je réalisais qu'il ne comprenait toujours pas que le problème n'était pas la philosophie commerciale ou le style de gestion, c'était la confiance, l'honnêteté et le respect fondamental pour 40 ans de partenariat. Philippe, tu ne m'as jamais donné l'opportunité de discuter des changements ou d'exprimer des préoccupations concernant la direction de l'entreprise. Tu as simplement décidé de voler mes actions et espérais que je ne découvrirais pas ton plan jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Il hocha lentement la tête, semblant finalement comprendre l'ampleur de sa trahison. Je sais que d'hier, je suis désolé, ne répare rien, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu blesser notre amitié. Notre amitié s'est terminée le moment où tu as décidé de falsifier ma signature plutôt que d'avoir une conversation honnête concernant tes préoccupations, dis-je. Tout depuis n'a été que découvrir l'ampleur des dégâts. Philippe regarda autour de mon bureau, prenant note des prix d'architecture, de photos de projets et de croquis de design qui représentaient notre vie professionnelle partagée. Qu'arrive-t-il à tout ce que nous avons construit ensemble ? Demanda-t-il. Seras-tu capable de continuer l'entreprise seul ? Je considérais sa question, reconnaissant que malgré sa trahison, il pourrait sincèrement se soucier de préserver l'entreprise que nous avions créée. L'entreprise survivra et prospérera, Philippe. Ce qui ne survivra pas, c'est le partenariat qui l'a rendu possible. Il se leva lentement, bougeant comme un homme qui comprenait qu'il laissait quelque chose de précieux derrière lui pour toujours. « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, » dit-il. « J'espère qu'un jour je pourrai comprendre pourquoi tu pensais que me voler était préférable à me parler, » répondis-je. 3 mois plus tard, Philippe et Isabelle plaidèrent coupables de fraude et de tentative de vol, recevant des sentences qui incluaient des amendes substantielles, du travail communautaire et des périodes de probation qui affecteraient leurs opportunités professionnelles pendant des années. Les investisseurs qu'ils avaient trompés poursuivirent une action civile séparée, récupérant finalement une partie de leur verte des actifs personnels de Philippe, mais apprenant des leçons coûteuses concernant la diligence raisonnable et la vérification des revendications de propriété d'entreprise. Je restructurais l'entreprise comme une entreprise individuelle, embauchant du personnel compétent pour gérer les fonctions administratives, tout en maintenant un contrôle direct sur toutes les décisions majeures. Le projet du musée de Lyon, dont Philippe s'inquiétait que je ne puisse pas le compléter tout seul, fut terminé à temps et remporta 3 prix de design internationaux, prouvant que l'expérience et l'intégrité restaient des actifs précieux dans les marchés compétitifs. 6 mois après la condamnation de Philippe, je reçus une lettre de lui, la première communication depuis notre dernière réunion dans mon bureau. Il écrivait d'un appartement modeste où il vivait tout en reconstruisant sa vie après avoir perdu la plupart de ses actifs aux jugements légaux et aux amendes. « Henri, dit-il, je n'ai jamais eu l'intention que les choses aillent si loin. Je comprends maintenant ce que j'ai jeté pour l'illusion de succès facile. 40 ans d'amitié et de partenariat signifiaient plus qu'une somme d'argent et j'étais trop insensé et avide pour reconnaître cette vérité jusqu'à ce que je n'ai détruit tout ce qui importait. » Il décrivait travailler comme architecte consultant pour de petites firmes, recommencer professionnellement à un âge où la plupart des gens profitaient de la retraite, apprenant à vivre avec les conséquences de choix qui paraissaient rationnels quand il les planifiait, mais apparaissaient catastrophiquement stupides en rétrospective. Je pense souvent à nos premières années, quand nous travaillions des journées de 18 heures parce que nous croyions construire quelque chose de significatif ensemble. C'étaient les années les plus heureuses de ma vie professionnelle, et je les ai jetées pour un stratagème qui était condamné dès le moment où j'ai décidé de mentir à mon plus ancien ami. La lettre se terminait avec des informations que je trouvais genuinement surprenantes. Isabelle l'avait quitté peu après leur condamnation criminelle, décidant apparemment qu'un ancien architecte en disgrâce n'était pas le partenariat prospère qui lui avait été promis. « Je ne la blâme pas, » dit-il. « Elle était assez jeune pour croire mes promesses de richesse rapide et de succès facile. Maintenant, elle est assez jeune pour récupérer de l'erreur de me faire confiance, ce qui est plus que je puisse dire de moi-même. » Je lus la lettre 2 fois, cherchant des signes d'apitoiement ou des tentatives de manipuler mes émotions, mais ne trouvais que ce qui paraissait être remords genuin et acceptation de responsabilité. Je ne répondis jamais à la lettre de Philippe, bien que je l'ai gardée dans le tiroir de mon bureau, comme rappel de la rapidité avec laquelle la confiance pouvait être détruite,
et de là complètement que le succès pouvait être corrompu par l'avidité et la malhonnêteté. L'entreprise qu'il avait tenté de voler continua à croître et prospérer, s'étendant finalement aux marchés internationaux et établissant une réputation d'intégrité qui attira des clients qui valorisaient les relations commerciales honnêtes. J'embauchais de jeunes architectes qui me rappelaient Philippe et moi-même il y a 4 décennies, ambitieux, créatifs et convaincus qu'ils pouvaient changer le monde par un excellent design et un travail acharné. Je m'assurais qu'ils comprenaient que le succès construit sur la tromperie était finalement sans valeur, que les relations professionnelles nécessitaient la confiance et que 40 ans de réalisation pouvaient être détruites par une seule décision de choisir la commodité plutôt que le caractère. Dans les soirées tranquilles de mon bureau, je regardais parfois des photographies de nos premières années et me demandais ce qui aurait pu arriver si Philippe avait simplement parlé avec moi de ses préoccupations au lieu de planifier une fraude élaborée pour les adresser. Nous aurions peut-être trouvé des moyens de moderniser l'entreprise, d'apporter de nouvelles perspectives et de s'adapter au marché changeant tout en préservant le partenariat qui nous avait soutenus à travers 4 décennies de défis et de succès. Au lieu de cela, il avait choisi la tromperie et le vol, détruisant notre amitié et presque ruinant l'entreprise que nous avions construite ensemble. La tristesse de cette perte ne s'estompa jamais complètement, mais elle était équilibrée par la satisfaction de savoir que j'avais protégé quelque chose de précieux des gens qui l'auraient détruit pour un gain à court terme. 2 ans après la condamnation de Philippe, Walker & Associates compléta le plus grand projet de l'histoire de l'entreprise, un complexe culturel au centre de Lyon qui combinait des éléments architecturaux traditionnels avec un design durable de pointe. Me tenant dans le bâtiment terminé pendant la cérémonie de dédication, entouré d'officiels de la ville, de clients satisfaits et du personnel talentueux que j'avais assemblé pour remplacer le partenariat que j'avais perdu, je ressentis une satisfaction profonde qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou la vindication. J'avais préservé quelque chose qui valait la peine d'être préservé, protégé l'intégrité qui rendait le succès significatif, et prouvé que 40 ans de travail honnête créaient une valeur qui ne pouvait être volée par de la paperasserie frauduleuse ou des stratagèmes élaborés. Le journal architectural local publia un article de fond sur le projet, incluant une photographie de moi debout dans l'atrium principal, sous de hautes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. La légende disait « Henry Walker, associé fondateur de Walker & Associates, continue la tradition d'excellence qui a fait de son cabinet l'une des pratiques architecturales les plus respectées de Lyon. » Il n'y avait aucune mention de Philippe Moreau, aucune référence ou partenariat qui avait autrefois défini l'identité de l'entreprise. L'histoire avait continué, comme elle le fait toujours, ne laissant derrière que ce qui s'était révélé digne de préservation. Si vous avez apprécié cette histoire de trahison commerciale et de justice ultime, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Parfois, la plus grande vengeance est simplement de refuser de laisser des gens malhonnêtes détruire ce que vous avez passé une vie à bâtir. Cliquez sur la boîte à gauche pour entendre notre prochaine histoire de 12 vengeances et rappelez-vous, l'intégrité peut être testée, mais elle ne peut jamais être volée.